Bien, nous allons commencer à l'heure. Content de vous retrouver, de retrouver également les internautes. Je ne sais pas quel est le nombre ce soir. Le portail vient simplement d'ouvrir. Une toute petite annonce personnelle par rapport à mes étudiants. On n'aura pas notre cours magistral d'histoire maritime la semaine prochaine de 18 à 20 heures. Donc, tant pis pour ceux qui ne sont pas là, ou alors faites-leur passer le message. Et je vous donne la date de remplacement. Ce sera le mercredi 29 novembre, vous avez le temps de vous y préparer, de 18 à 20 heures. Donc pas de cours d'histoire maritime la semaine prochaine, mais il est reporté au mercredi 29 novembre. Pardonnez-nous nos petites affaires internes. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Madame l'inspectrice générale, chère Florence, qui est une habituée des Mardis de la mer, pour nous parler d'un thème qui lui est cher, où elle a été actrice. Je me souviens d'un temps, heureusement un peu révolu, où notre confrère de l'Académie de Marine, le regretté Henri Le Goërel, avait fait un rapport sur la mer dans l'enseignement en France. Et c'est à partir de ce rapport que beaucoup de choses ont été entreprises. Il insistait en disant c'est finalement dans les cours de littérature qu'on croise la mer, à travers Victor Hugo, Océanonox, les travailleurs de la mer, ou Pierre Loti, pêcheur d'Islande. Il rajoutait souvent en privé, à moins d'être sadomaso, ça ne créait pas beaucoup de vocations. Bon. Et puis il avait fait un bilan qui était un peu tristounet concernant les classes de mer. Il nous disait, nous qui sommes vieux, on se souvient des classes de mer, mais aujourd'hui ça se fait plus beaucoup. Vous me direz si ça se fait encore, parce qu'on n'est pas sûr de la météo, et puis il y a toujours le risque qu'un gamin se foule le pied. Donc on avait vu le constat à quel point la mer n'était pas très présente, ni dans l'enseignement, ni chez les politiques. C'est un peu ce qui dessine le nez de la Bretagne et le Cotentin, mais on l'a trouvé rarement au cœur de nos politiques. Alors les choses ont bien évolué depuis, grâce au travail de Tristan Lecoq, grâce à votre travail. Et c'est vraiment aussi pour vous rendre hommage que nous voulions absolument ce thème, pour parler devant un certain nombre de spécialistes. Mes étudiants sortent, tout au moins ceux de première année, de 12 ans quasiment de pratique de l'éducation. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir leur réaction. Et puis je saluerai aussi le fait que depuis qu'il y a une spécialisation de géopolitique, mais qu'est-ce que ça plaît aux étudiants? Et qu'est-ce que les questions sont devenues très intéressantes. Donc je pense que vous allez nous confirmer que tout va dans le bon sens. En tous les cas, un grand merci d'être là. Puisque vous êtes inspectrice générale d'histoire-géographie, j'en profite pour vous citer un livre qui vient de sortir sous la direction d'Alina Miron, Atlas des espaces maritimes de la France. Notre ami Cyril Poirier-Coutancet du CESM vient de publier une formidable infographie également de la mer aux éditions du CNRS. Donc on a de belles choses. Heureux de saluer également tous les confrères de l'Académie de Marine qui sont là, la présidente de la section Lettres, Histoire et Arts. Saluer également l'amiral Alain Oudot d'Inville, ancien chef d'état-major de l'Académie de Marine. Bien sûr, on va vous présenter, même si beaucoup d'entre vous connaissent. Chef d'état-major de la Marine. Je crois que c'est ton tour de présenter ceux qui connaissent pas. Merci Christian, bravo pour ton introduction. Cette création du poste de chef d'état-major de l'Académie de Marine, c'est merveilleux. Et puis ta façon de dire à tes étudiants qu'il faut qu'ils viennent, parce que c'est comme ça qu'ils ont l'horaire des cours, ça me semble extrêmement habile pour s'assurer d'un public nombreux les prochaines fois. Mais ce n'est pas à moi de faire ce genre de remarques. Moi, je suis là pour vous présenter Florence. Chère Florence, vous êtes architecte urbaniste. Vous faites une maîtrise d'urbanisme à l'Université de Montréal. Vous poursuivez dans cette voie par un stage dans un cabinet d'architecture et d'urbanisme. Vous faites une transition dans la continuité. Agrégé de géographie, enseignant dans le secondaire et en classe préparatoire, vous soutenez une thèse de doctorat sur les galeries marchandes intérieures et les commerces sur rue au travers des exemples de Montréal et Toronto. Docteur en géographie, vous êtes maître de conférences à l'Université de Metz, directrice des études et du travail universitaire de l'IUFM de Lorraine. Vos thèmes de recherche sont encore bien terriens. Urbanisme, commercial, espace frontalier, tourisme culinaire. Et puis en 2008, vous devenez professeur de chaire supérieure, enseignante en classe préparatoire littéraire aux grandes écoles à Louis-le-Grand, coordinatrice des entretiens d'entraînement aux oraux des écoles de commerce pour les élèves des concours littéraires. Vous créez la journée des métiers de la géographie destinée aux étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles. 6 ans plus tard, vous êtes inspectrice générale de l'éducation nationale, devenue aujourd'hui inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous occupez particulièrement de l'enseignement histoire-géographie dans les sections internationales et double diplôme, de la gestion des agrégés, des classes préparatoires aux grandes écoles,
Vous êtes copilote du groupe d'élaboration des projets de programme d'histoire-géographie et la spécialité histoire-géographie géopolitique sciences politiques, ainsi que du groupe en charge de la production des ressources pour les enseignants. Et là, vous prenez la mer ou la mer vous prend. Avec l'inspecteur général Tristan Lecoq, vous vous passionnez pour enseigner la mer. Grâce à votre action, l'importance des sujets maritimes prend corps dans les programmes. Les enseignants sont formés. Les manuels scolaires lui réservent une place grandissante. La mer devient incontournable pour la préparation des concours. La jeunesse française ne pourra continuer à ignorer l'importance de la mer pour l'homme, pour le climat, pour l'économie, pour la vie. Grâce à vous, le niveau de la mer monte dans les esprits de nos jeunes contemporains, dans toute la société. Chère Florence, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous entendre ce soir pour nous dire tout sur cet enseignement de la mer, sur ce moyen primordial de faire comprendre et aimer la mer aux Français, comme le dit la devise de l'IFM. Merci d'être là, Florence. Bonsoir à tous et tout d'abord, merci beaucoup à Eudry Blier et à Christian Buchet de leur invitation et de ces très gentils mots de présentation et des travaux de recherche loin que vous avez fait. Donc aujourd'hui, dire que la mer fait partie explicite des programmes d'histoire-géographie est devenu une évidence. Et je pourrais me contenter finalement de vous faire la liste des entrées où la mer est présente et vous allez m'entendre souvent dire explicite, c'est-à-dire qu'on a le mot mer qui apparaît dans les programmes, ou sert d'illustration, ce que je vais résumer sous forme implicite, c'est-à-dire que l'entrée du programme permet d'utiliser la mer comme illustration. Et pourtant, en 2010, je n'aurais pas pu tenir plus que quelques minutes sur ce sujet. Et donc, c'est à l'histoire d'un processus à laquelle je vous invite, celle de l'inscription d'un thème dans les programmes scolaires, en voyant ce que cela signifie, quelles sont les contraintes à surmonter, les enjeux et les défis à relever, les exigences et les contingences d'un programme, notamment lorsqu'il s'agit d'un programme d'histoire-géographie. Donc, je vais me concentrer principalement sur une discipline, la géographie, et principalement sur deux niveaux, le collège et le lycée, même si je ferai quelques digressions. Alors, avant toute chose, il faut avoir conscience que pour qu'un sujet soit abordé par l'ensemble des professeurs, il doit figurer dans un programme scolaire. Et ensuite, les professeurs ont la liberté de choisir la manière dont ils vont l'enseigner, c'est au titre de la liberté pédagogique. Donc les programmes d'histoire-géographie du secondaire répondent à une double finalité, donner les clés de lecture du monde contemporain aux élèves, d'une part, et d'autre part, leur permettre de devenir des citoyens informés et responsables. Cela veut dire qu'il faut être capable de leur transmettre des connaissances utiles, mais aussi les méthodes pour les acquérir et les développer, ainsi que les compétences et les valeurs considérées comme nécessaires à la fin de la scolarité obligatoire pour réussir la poursuite d'études et permettre la construction d'un avenir personnel et professionnel. Cet ensemble est regroupé sous le terme du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Lorsqu'un programme est rédigé, il faut tenir compte de ses objectifs, notamment pour le choix des connaissances à transmettre. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer parce que chaque discipline est dotée d'un volume horaire qui n'est pas extensible. Et par exemple, on a 2h30 par semaine pour l'histoire-géographie de la 6e à la 4e, et ensuite on a 3 heures par semaine de la 3e à la terminale. Selon le Code de l'éducation, une année scolaire, c'est 36 semaines. Dans les faits, les programmes sont conçus plutôt pour être traités en 34 semaines parce qu'on sait qu'il y a des contingences diverses et variées. De ce fait, on peut considérer qu'on a 85 heures qui sont consacrées par an, donc, qui sont consacrées à l'histoire-géographie de la 6e à la 4e et 102 heures ensuite. Par ailleurs, on a une parité à exercer entre l'histoire et la géographie, si bien que chacune de ces deux disciplines a environ 40 heures par an de la 6e à la 4e et 50 heures ensuite de la 3e à la terminale, y compris les temps d'évaluation. Donc vous voyez que le temps de transmission finalement est assez restreint. Quand on voit après la liste des choses qu'il faut faire rentrer, on a parfois un peu le vertige. D'autant que quand on s'intéresse aux voies technologiques ou aux voies professionnelles, on a un volume horaire encore plus restreint, puisque pour la voie technologique, par discipline, on a environ 25 heures en première et en terminale, et que pour la voie professionnelle, on a environ 30 heures en seconde et 15 heures en terminale. Donc,
le volume horaire est contraint, alors que les savoirs à transmettre sont nombreux, et il importe de déterminer ce qu'un élève, en fonction de son âge, doit savoir pour comprendre le monde dans lequel il vit et dans lequel il évoluera. Il y a aussi une nécessité de s'accorder aux attentes de la société, parfois de les anticiper un peu. Alors, le gros avantage, et là je vais être très clair, c'est que les attentes de la société par rapport à la géographie sont bien moins vives que celles de l'histoire. Il est beaucoup plus confortable d'être géographe quand il s'agit de faire un programme que d'être historien, parce qu'en histoire, on n'envisage pas qu'un élève n'étudie pas les 2 guerres mondiales, la Révolution française, la colonisation, la décolonisation, etc. En géographie, les attentes sont moins nettes. La société, globalement, demande à ce que les élèves connaissent les grands repères, mais la discipline en tant que telle, qui vise à comprendre comment le monde s'organise, est mal connue, et donc elle est moins sollicitée, et aussi, par contre, parfois aussi moins bien comprise. Donc, en histoire-géographie, les défis sont particulièrement importants, car le contenu est un peu affectif, et on peut penser aussi qu'une partie du contenu relève de la construction de la nation. Il convient donc, et je vais me répéter sur ce point, d'arbitrer entre les connaissances à transmettre pour comprendre le monde, de déterminer les points de repère à acquérir, d'avoir présent à l'esprit les fondements nécessaires pour les comprendre, tout en considérant les conditions de la mise en œuvre du programme, qu'il s'agisse du volume horaire, de l'articulation avec les savoirs et les compétences dans les autres disciplines. Donc, un programme n'est pas une liste d'éléments qui se succèdent, mais bien un système qui contribue à l'élaboration de la culture des élèves. Et donc, au risque de me répéter, mais parce qu'en fait, après maintenant, je vais quitter la théorie pour aborder la pratique, lorsqu'on construit un programme, il faut prendre en compte la progressivité de l'acquisition des savoirs et des compétences, les prérequis à maîtriser, les savoirs et les compétences à maîtriser à la fin, et pour quelle finalité, et l'articulation avec le reste du programme, mais aussi avec les autres disciplines. Donc, revenons à la mer et voyons comment est-ce que cela a été pris en compte pour l'introduction progressive de la mer dans les programmes, et notamment pourquoi est-ce que dans les programmes de 2012, donc on est un tout petit peu plus que 10 ans, mais à peine, on a la première mention explicite de la mer dans les programmes. Alors, on peut s'étonner qu'il faille attendre 2012, puisque ce n'est pas ici que je vais vous apprendre que la mer couvre 70% de la surface du globe, que près de 90% du commerce mondial se fait par voie maritime. Donc, quand on dit que les programmes ont vocation à expliquer le fonctionnement du monde contemporain, on peut s'étonner de cette négligence. Néanmoins, la société française, comme l'a rappelé tout à l'heure Christian Buchet, à l'époque s'intéresse quand même beaucoup moins à la mer que maintenant. Et parmi les plus vieux d'entre nous, parce que les étudiants de L1 en 2010, ils se souciaient sans doute très peu du contenu de la mer ou de l'économie, on parlait finalement assez peu des océans. Il y avait certes eu un ministère de la mer, mais la France, en 2012, ne publie, entre guillemets, qu'une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Elle se dote d'un observatoire du littoral, mais il faut attendre 2017 pour avoir une stratégie nationale de la mer et du littoral. Donc, on a une préoccupation sociétale qui est moins forte. Pour autant, on commence à percevoir l'intérêt d'étudier le rôle joué par la mer dans la mondialisation. Il faut dire que là, on commence à percevoir pleinement les effets de la révolution du transport maritime, qui a été marquée notamment par l'accroissement de la taille des navires, leur spécialisation, particulièrement les porte-containers, ainsi que la mise en place de routes maritimes régulièrement desservies, ou révolution qui s'est traduite donc par la multiplication par 5 du volume du transport maritime entre 1960 et 2000, c'est-à-dire un rythme nettement supérieur à celui de la production mondiale. Par ailleurs, des crises comme la fermeture du canal de Suez en 1973 ont souligné aussi l'importance de la géopolitique dans les échanges maritimes. Donc, dans le programme de terminale de 2012 figure la première entrée de la mer dans les programmes sous la forme de, je cite, les espaces maritimes approche géostratégique. Cette question est donc une des 3 entrées du deuxième thème de l'année de terminale intitulé Les dynamiques de la mondialisation, fonctionnement et territoire, auquel, pour l'ensemble du thème, les professeurs doivent consacrer 8 à 9 heures dans les classes scientifiques,
On est à l'époque encore où on a les classes de ES, S et L, et 20 à 22 heures dans les classes littéraires et économiques. Dans les voies technologiques, la mer fait également son apparition en terminale dans le thème « La mondialisation, acteurs, flux et réseaux », dont elle constitue un des 2 sujets d'étude au choix sous la forme « Transport et routes maritimes ». Là encore, l'intégralité du thème doit être traitée entre 8 et 9 heures. Alors même si la mer figure dans d'autres thèmes, par exemple avec l'entrée en histoire « L'élargissement du monde », abordé dans le thème « Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l'époque moderne », pour le reste, elle est toujours vue depuis la Terre lorsqu'on étudie par exemple les façades maritimes. Alors vous pouvez me dire que, bon, on fait beaucoup de bruit pour rien puisque c'est une entrée certes explicite, mais il n'y a quand même que 2 à 5 heures consacrées en tout et pour tout à la mer. Et pourtant, ces 2 à 5 heures ont constitué un changement considérable parce qu'il a fallu, à partir de ce moment-là, former les professeurs à cet enseignement. Parce que, et je vais refaire un petit pas de côté, la formation est d'autant plus nécessaire que si la géographie des littoraux est assez ancienne, les mers et les océans sont des objets relativement nouveaux pour les géographes et ce sont des objets qui les obligent à s'interroger sur leurs pratiques et leurs approches. Lorsqu'on regarde les principaux dictionnaires de géographie, d'une part, on ne trouve pas nécessairement le terme ou l'entrée mer ou océan, et pratiquement toutes les définitions associent les 2 termes dans une même définition. Si je prends un des dictionnaires qui est peut-être le plus utilisé, celui de Roger Brunet, Les mots de la géographie, il définit la mer, je cite, au sens large, l'ensemble des eaux salées à la surface du globe, dont la plus grande partie constitue en fait les océans. Sens étroit, ceux qui s'opposent à l'océan. Partie d'océan identifiée, comme la mer des Sargasses, partie bordière d'océan, mer de Bering, étendue maritime relativement isolée de l'océan, mer Méditerranée, nappe d'eau salée intracontinentale, mer Caspienne. À la fin, si vous n'avez pas du tout d'idée de ce que peut être une mer ou un océan, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé parce qu'aucune définition, finalement, ne souligne les éléments qui caractérisent les mers et les océans, leur caractère mobile, la nécessité de les envisager en 3 dimensions et leur appropriation croissante sans pour autant constituer des espaces habités. Alors, la géographie des mers et des océans ne se développe réellement qu'au cours de la 2e moitié du XXe siècle, en se distinguant de l'océanographie, en ce sens qu'elle introduit l'homme dans la connaissance de l'océan, en s'intéressant d'abord à la pêche, au transport maritime et au port, avant d'élargir les thématiques aux ressources minérales, à la gestion des ressources vivantes, au tourisme, etc. Parallèlement, alors que longtemps les géographes ont limité leurs études aux marges continentales, ils s'intéressent de manière croissante à la haute mer, comme en témoigne un article de Camille Parrain publié dans Écogéo en 2012, La haute mer, un espace aux frontières de la recherche géographique, où elle souligne à la fois les difficultés conceptuelles et techniques que ce terrain suppose, mais aussi les champs scientifiques ou les approches qui sont ouverts, qu'il s'agisse de l'interdisciplinarité ou encore de l'approche systémique. Ce décloisonnement donc entre les approches est d'ailleurs bien là une des clés de l'étude géographique des mers et des océans. Ce changement aussi est lié à une évolution de la géographie, notamment de la géographie française, qui a longtemps distingué de manière très forte géographie physique d'un côté, géographie humaine. Alors pour faire très court et risquer peut-être des raccourcis hasardeux, il faut attendre les années 1970 pour que la géographie trouve une certaine unité et devienne une science sociale qui se donne comme objectif de décrire et d'expliquer la manière dont les sociétés organisent et produisent l'espace dans le cadre des relations homme-milieu. Cela correspond aussi à l'approche systémique développée en France notamment par Georges Bertrand et la notion de géosystème qui permet de prendre en compte les interactions entre les aspects physiques et humains associés à un territoire. Alors, si cette évolution de la discipline favorise l'étude de nouveaux objets et permet aux géographes d'apporter un angle d'étude novateur sur les mers et les océans, elle n'est pas non plus sans poser des problèmes pour l'étude justement de ces mers et des océans, parce que vous m'avez entendu parler d'espace habité, d'appropriation, de territoire, et la notion de territoire sur les mers et les océans finalement est assez compliquée.
parce qu'au sein de la géographie, les liens entre les hommes et les milieux d'une part, et d'autre part, la notion de territoire, donc, sont deux défis importants dès lors qu'ils s'éloignent des rivages. Parce que ces éléments sont difficiles à mettre en œuvre sur un objet toujours en mouvement et où matérialiser des limites est difficile. Et étudier la présence des hommes est également délicate parce qu'il n'y a pas d'habitat permanent, d'autant que le nombre d'acteurs présents en mer, lui, ne cesse de progresser, mais dans le même temps, ce sont de moins en moins les gens de mer, c'est-à-dire au sens traditionnel, les pêcheurs et les marins militaires, au profit, entre guillemets, de touristes qui, eux, sont de plus en plus présents en mer. Pourtant, la connaissance des mers et des océans s'améliore chaque jour davantage et conduit à l'émergence de nouveaux termes, comme ceux de méritoire, et j'insiste sur les deux R parce que d'autres auteurs prennent un seul R, donc méritoire pour marquer les caractéristiques et une socialisation propre à un espace marin, donc c'est l'appropriation d'un espace marin. Et par contre, d'autres auteurs prennent le terme de méritoire avec un seul R pour dire que c'est un espace qui doit être mérité et souligner justement la préservation qu'on doit lui accorder. Et associé à méritoire avec deux R, la méritorialisation pour caractériser les formes spécifiques de l'appropriation des mers et des océans. Alors, cette évolution conduit à un approfondissement, paradoxalement, des pratiques et des approches de la géographie. On a d'une part, avec l'étude des mers et des océans, un renforcement de l'approche multiscalaire, donc le passage de la petite échelle à la grande échelle, parce que il faut savoir que c'est une approche qui est par essence géographique et elle prend tout son sens pour étudier les mers et les océans. Je prendrai deux exemples. C'est à la fin du XIXe siècle que les marins péruviens remarquent la présence ponctuelle et récurrente d'un courant chaud au large du Pérou et de l'Équateur à la période de Noël, avec, de manière corollaire, une diminution du stock de poissons. Pourtant, il a fallu attendre quasiment la fin du XXe siècle, 1967, pour que cette anomalie soit reliée à ce qui se passe de l'autre côté de l'océan Pacifique, l'oscillation australe, d'où désormais l'acronyme de ENSO, El Niño Southern Oscillation, pour comprendre que ce qui est observable à l'échelle locale, sécheresse d'un côté, extrême pluviosité de l'autre, est compréhensible ou n'est explicable que lorsque l'on passe à l'échelle mondiale. Dans une autre perspective, pour comprendre la hiérarchie et les aménagements portuaires contemporains, il est nécessaire d'étudier les avant- et les arrière-pays. D'autre part, la complexité des mers et des océans conduit également à mettre l'accent sur l'approche systémique. Ainsi, l'étude des coraux ne se limite pas à étudier les dynamiques récifales, en lien notamment avec la hausse des températures, l'acidification des océans et la pollution, mais analyse aussi les conséquences sur les dynamiques côtières, sur les ressources halieutiques et donc également sur les hommes. Il n'y a donc plus d'études purement physiques ou purement maritimes, mais on a également de plus en plus tendance à intégrer la dimension temporelle et les dynamiques qui y sont associées. Alors, vous voyez qu'on a tout un champ à explorer avec des professeurs qui, de surcroît, sont majoritairement historiens. Grosso modo, on a dans le corps professoral du secondaire 90% d'historiens pour 10% de géographes. Et même ces 10% de géographes avaient eu peu de chance d'avoir connu une géographie des océans. Ils avaient souvent fait de la géographie des littoraux. Donc, il faut absolument les former. Donc, il y a eu dans un premier temps des publications spécifiques, comme la première édition d'Enseigner la mer sous la direction de mon collègue Tristan Lecoq, dont vous avez fait mention, et des journées de formation des inspecteurs d'académie, des inspecteurs de la voie professionnelle et des professeurs. Mais il s'agissait aussi, si je puis dire, d'amariner les jeunes collègues, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer à la fois sur la formation continue et sur la formation initiale. Et pour cela, on est passé par le biais de l'inscription de la géographie des mers et des océans au concours de recrutement des enseignants.
entre le CAPES d'histoire-géographie, l'agrégation d'histoire, l'agrégation de géographie, l'agrégation interne qui est une agrégation mixte histoire-géographie, les concours de la voie pro, on a à peu près entre 5 et 6 000 candidats. Surtout à cette époque-là, on en avait un peu plus, donc je pense qu'on peut même monter à 7 000. Alors je ne vous dis pas que c'était 7 000 lauréats, mais tous ceux qui avaient préparé le concours avaient eu des cours sur la géographie des mers et des océans. Donc, la mécanique était lancée et il était possible de faire monter la mer dans les programmes, d'autant que la société prenait de plus en plus conscience de l'importance de la mer et des océans. Alors, cette montée de la mer dans les programmes se matérialise dans les programmes du collège qui sont publiés en 2016, qui ont été un petit peu actualisés en 2020 et qui sont toujours en vigueur. Mais on peut percevoir justement dans l'organisation du savoir sur les 4 années du collège, comment on a progressivement cherché à habituer les élèves et les professeurs et les élèves, pardonnez-moi, à la mer. Et donc, si vous regardez les programmes du collège ou quoi, tout ce que je vous dis, hein, les programmes sont accessibles en ligne. Si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, programme, histoire, géographie, vous prenez le niveau, vous verrez les entrées. Et quand je vous parle de fiches ressources et du SCOL, c'est le système où on trouve tous les documents d'appui publiés par l'Éducation nationale pour les professeurs. Donc, les programmes de 6e et de 5e peuvent sembler un peu frileux quant à l'étude de la mer, puisque on l'observe depuis la Terre pour voir son influence sur les terres ou ce qu'elle apporte. Néanmoins, cela correspond d'une part à la position d'un grand nombre de géographes et d'autre part, cela s'inscrit dans la logique d'ensemble des programmes qui partent de la réalité des élèves avant de s'en éloigner. Dès lors, ce sont les littoraux qui témoignent de l'attractivité et des opportunités offertes par la mer qui sont abordés en 6e à travers la question de habiter un littoral touristique et ou habiter un littoral industrielo-portuaire. Je précise juste que habiter, pour un géographe, ça ne veut pas juste dire résider. C'est la manière dont on vit un lieu. Donc un touriste habite le territoire lorsqu'il y est. C'est les pratiques de loisirs, c'est les pratiques résidentielles, c'est aussi les images qui sont associées, les représentations. Donc, mer et océan sont envisagés comme une aménité qui suscite des convoitises et ou des concurrences pour les pratiques d'habiter. Cependant, la spécificité du milieu maritime, à la différence de celle des littoraux, n'est pas soulignée. Ce sont par contre les notions d'interface, de station balnéaire et de façade qui sont mises en avant, notamment en ce qui concerne les repères à acquérir. En 5e, le potentiel des mers et des océans est abordé à travers la question des ressources. La perspective du développement durable, qui est le fil rouge de cette année, conduit à aborder les mers et les océans lorsqu'on étudie des ressources limitées à gérer et à renouveler. Qu'il s'agisse de l'eau, de l'alimentation ou de l'énergie, les mers et les océans sont des gisements importants. J'ai bien conscience que l'eau que nous consommons n'est pas de l'eau de mer. Néanmoins, il y a toutes les usines de dessalement qui font qu'on peut considérer la mer pour les ressources en eau. Donc, des gisements importants qui sont soumis à des pressions fortes, mais ils constituent aussi des pistes de développement intéressantes, qu'il s'agisse de l'aquaculture, mais aussi des algues dans le domaine alimentaire, du dessalement de l'eau de mer ou encore des énergies marines renouvelables. Et d'ailleurs, la rubrique démarche et contenu d'enseignement, parce que dans les programmes du collège, vous avez les questions sur une colonne de gauche et un petit laïus à droite qui vous explique comment l'aborder. Donc, cette démarche et contenu d'enseignement du programme mentionne la nécessité d'aborder l'objectif du développement durable 14, à savoir conserver et exploiter de manière durable les mers et les océans et les ressources marines aux fins du développement durable. C'est du programme d'histoire de 5e que vient le premier déplacement de point de vue, c'est-à-dire qu'on va commencer à quitter la Terre, avec donc au sein du thème 3, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde au XVIe et XVIIe siècle, la présentation de la première mondialisation à travers les voyages d'exploration, tel celui de Jacques Cartier, voyages d'exploration pour lesquels donc la fiche ressources et du SCOL indique, je cite, qu'ils sont le plus souvent motivés par le désir d'ouvrir de nouvelles routes maritimes. Dès lors, mer et océan sont étudiés en tant que tels et les liens entre histoire et géographie sont à souligner afin de s'appuyer sur les acquis des élèves et établir une cohérence d'ensemble. Néanmoins, la classe qui peut être considérée comme l'année de la mer au collège est la classe de 4e.
Alors, 3 éléments me permettent d'étayer cette affirmation. Mer et océan sont présents en histoire comme en géographie de manière explicite, puisqu'on a une des 3 questions du thème des espaces transformés par la mondialisation qui s'intitule « Mer et océan, un monde maritimisé », qui représente donc 1/7 du programme de géographie de 4e. Mais si on ajoute aussi les entrées par lesquelles il est possible de faire référence à la mer, on atteint à ce moment-là environ le 5e du programme. Deuxième élément qui permet de justifier ça, ces références à la mer, explicites ou implicites, sont présentes à plusieurs moments de l'année, mais surtout, le point de vue a changé puisqu'on se place sur les mers et les océans ou depuis eux pour comprendre le monde. Je cite, « Le programme invite tout d'abord à regarder le monde depuis les mers et les océans, espaces parcourus par les flux mondiaux. Ils sont donc étudiés en tant que tels pour leur rôle essentiel dans le fonctionnement et la compréhension du monde contemporain. » Donc, dans ce thème 3 de géographie, des espaces transformés par la mondialisation, les mers et les océans jouent un rôle central donc avec la question mer et océan, un monde maritimisé, mais aussi dans les 2 autres questions. Pour les États-Unis, l'étude des façades maritimes est préconisée, tout comme celle des grands ports pour l'Afrique de l'Ouest, et le lien entre maritimisation et mondialisation pour l'Afrique orientale. C'est l'ensemble de la complexité des mers et des océans qui est abordée, et la mise en œuvre se fait dans un premier temps à travers le trajet d'un container ou d'un navire. C'est une des suggestions pour la mise en œuvre pédagogique, mais il est également indiqué, je cite, « L'anthropisation des mers, l'exploitation de leurs ressources et de leur vulnérabilité pourront être étudiées à l'aide de quelques exemples. Les enjeux et les conflits de puissance, les revendications territoriales, les politiques des différentes puissances sur mer et sous les mers peuvent être utilement étudiés et cartographiés. » Alors, ça représente quand même une certaine sélectivité dans le savoir à transmettre, parce que je vous rappelle quand même qu'on est sur 1/7 de moins de 40 heures. Donc, il faut aller véritablement à l'essentiel, sur moins d'1/7 même. Donc, cette importance des mers et des océans se reflète dans les repères à mettre en place auprès des élèves, puisque à l'issue de la classe de 4e, ils doivent avoir connu, même si ça a déjà été vu au primaire, mais ça doit être ravivé, mers et océans principaux, ainsi que quelques lieux stratégiques, isthmes, détroits, canaux, les façades maritimes majeures et quelques grands ports mondiaux. Les mers et les océans sont également présents en histoire, qu'il s'agisse du thème 1, le XVIIIe siècle, expansion, lumière et révolution, qui, à travers la question bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle, fait écho au thème 3 de 5e du thème 2, donc l'Europe et le monde au XIXe siècle. Ces éléments préparent à la fois le thème 3 de géographie qu'on vient de voir, puisqu'on a là les différentes phases de la mondialisation qu'on aborde en géographie. Et on a aussi des thèmes d'histoire et de géographie qui sont présents en classe de 3e. Alors, en classe de 3e, c'est justement là de l'implicite, mais la mer peut être mobilisée pour traiter plusieurs aspects des programmes de géographie, d'histoire ou d'enseignement moral et civique, enseignement moral et civique qui est assuré par les professeurs d'histoire-géographie au collège. Donc, en géographie, la mer peut être étudiée comme un des exemples concrets qui font de la puissance au sein du thème la France et l'Union européenne. C'est également le moment de remobiliser la notion de façade portuaire. Et parallèlement, la mer est présente pour expliquer la dimension mondiale de la Seconde Guerre mondiale ou encore dans le thème 2, le monde depuis 1945. Et mer et océan peuvent également être un support donc, pour l'enseignement moral et civique lorsqu'on aborde les questions de défense. Il n'y a certes pas de progression stricte en EMC, mais pour l'ensemble des enjeux et les questions de défense et de sécurité nationale, c'est la classe de 3e qui s'y prête le mieux. Alors, évidemment, de nouvelles ressources furent produites. On a à la fois les fichiers du SCOL, on a une nouvelle édition d'Enseigner la mer, à laquelle Tristan Lecoq a eu la gentillesse de m'associer. Et les conférences et les journées de formation ont été poursuivies avec l'introduction d'un rendez-vous désormais devenu annuel, la participation de professeurs et d'inspecteurs aux assises de l'économie de la mer, où, grâce
à l'Institut français de la mer, au cluster maritime et au groupe Ouest France, que je tiens ici à remercier. Ils bénéficient d'une session qui leur est réservée en plus de l'accès aux conférences générales. Donc, mer et océan constituent bien au collège un continuum d'enseignement qui permet un apprentissage de la complexité, le travail de plusieurs compétences et la remobilisation de notions exploitées de manière différente. Donc, la mer étant désormais intégrée dans les programmes, les professeurs ayant été formés, il était donc désormais possible d'accorder une place encore plus importante aux mers et aux océans dans les programmes du lycée qui ont été mis en œuvre à partir de 2020 avec un défi particulier, la création des spécialités, puisque les filières entre guillemets traditionnelles, ou encore une fois que les plus vieux parmi nous connaissaient, SELS, ont été abandonnées au profit d'un tronc commun et de spécialités, au sein desquelles figurent celles d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, plus connues pour nous par l'acronyme d'AGGSP. Donc, il s'agissait à la fois de conforter les connaissances des lycéens dans les différentes filières, mais aussi de créer un nouvel enseignement doté d'un volume horaire conséquent. Alors, comme le temps avance, je ne vais pas détailler la progressivité qui a été mise en place au lycée, même si on a d'abord l'étude des milieux maritimes en seconde, la littoralisation des espaces productifs en première, mais souligner le fait que la mer, qui jusqu'à présent était une question au sein d'un thème, devient véritablement le sujet de thème à part entière, en histoire comme en géographie. Le premier thème du programme d'histoire de seconde s'ouvre sur le monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Donc là, c'est tout le premier, c'est le quart du programme de seconde qui est consacré à la Méditerranée. Et le premier chapitre du thème 2 s'intitule « L'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde ». Cependant, c'est surtout en terminale que s'inscrit l'affirmation la plus forte, la mer constituant le premier des 4 thèmes de géographie. Et donc, le programme prévoit de consacrer entre 13 et 15 heures à mer et océan au cœur de la mondialisation qui se décompose entre mer et océan, vecteur essentiel de la mondialisation, mer et océan entre appropriation, protection et liberté de circulation, et la France, puissance maritime, point d'interrogation. Alors, le programme mentionne d'étudier la maritimisation des économies, les routes maritimes, les câbles sous-marins, les ressources, ainsi que les enjeux géopolitiques et les rivalités de puissance liées aux océans. Vous aurez compris, donc, on a à peu près finalement les mêmes thèmes qu'au collège, mais cette fois-ci, on demande d'avoir un jeu d'acteurs beaucoup plus important, qui soit explicite. On a plus de temps aussi pour le développer et donc on peut véritablement faire ressortir la complexité là où on avait planté juste le décor et les grands repères au collège. Et ce savoir peut être accompagné d'une étude de cas, et dans ces cas-là, on doit avoir une démarche inductive, étude de cas qui est au libre choix du professeur. Néanmoins, on lui en suggère 4. Le golfe arabo-persique, un espace au cœur des enjeux contemporains. La mer de Chine méridionale, concurrence territoriale, enjeux économiques et liberté de circulation. L'océan Indien, rivalité régionale et coopération internationale. Ou encore le détroit de Malacca, un point de passage majeur et stratégique. Comme je le disais tout à l'heure, la réforme du lycée donc, a donné lieu à la naissance de spécialités qui disposent de 4 heures hebdomadaires en première, contre 3 heures en tronc commun, donc vous voyez déjà qu'on a 1 heure de plus, et de 6 heures en terminale, c'est juste le double du volume horaire de tronc commun, ce qui permet de consacrer entre 23 et 25 heures à chaque thème en première et entre 26 et 28 heures à chaque thème en terminale. Alors, l'objectif de la spécialité AGGSP est de donner aux élèves des clés de compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques, culturelles et géopolitiques. L'enseignement constitue donc à la fois une ouverture sur des objets peu explorés dans la scolarité des élèves et un approfondissement dans l'enseignement commun d'histoire-géographie des classes de première et de terminale. Tout en sachant que l'idée était très claire, il n'était pas question juste d'approfondir
en se disant ce qu'on n'a pas eu le temps de le faire en tronc commun, on va le faire en spécialité. C'était bien d'aborder des savoirs autres, mais en prenant appui quand même sur le tronc commun pour ne pas partir sur une base vierge, alors que justement, il est important aussi d'arriver à faire comprendre aux élèves qu'il y a une cohérence entre les différents savoirs. Alors, dans cette spécialité, l'année de première est principalement consacrée à l'acquisition des notions centrales de chacune des disciplines, représentées, donc chacune des 4 disciplines, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, représentées donc pour l'étude d'objets communs. Pour faire simple, je ne vais pas vous prendre les intitulés de chacun des thèmes, mais on étudie la démocratie, la dynamique des puissances, les frontières, les manières de s'informer et les relations entre les États et les religions. En terminale, les notions étudiées en première sont approfondies pour aborder des questions plus complexes, aux enjeux multiples, afin d'affiner les capacités d'analyse et la maîtrise des savoirs et des compétences nécessaires à la réussite dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas juste poursuivre ses études, c'est donner les connaissances, mais aussi les méthodes de travail. Et on a notamment une compétence qui s'appelle se documenter, qui doit permettre donc de réussir. Chaque thème, en première comme en terminale, a la même structure. Il est composé d'une introduction, de 2 axes, chacun décomposé en 2 jalons, et d'un objet de travail conclusif qui reprend finalement les notions et les compétences qui ont été travaillées dans le chapitre en l'appliquant à un thème ou à un espace, donc à une situation donnée. Et le défi était de créer un enseignement nouveau, parce que si déjà je vous ai dit que c'était souvent compliqué de se dire qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas dans le programme en termes de conséquences, quand on part d'une feuille blanche et qu'on n'a aucun point de repère pour savoir quels sont exactement le profil des professeurs qui vont l'enseigner, quels sont les élèves qui vont choisir cette spécialité, comment on va l'évaluer, puisqu'il fallait penser l'intégralité. On a parfois un peu le vertige, et donc on a essayé d'avoir à la fois des contenus assez précis, mais par contre une mise en œuvre très peu détaillée. Et tout à l'heure, je vous ai dit, d'habitude dans les programmes, on a une colonne de gauche qui vous indique les thèmes et les questions, et une colonne de droite qui vous détaille les choses. Là, on a justement que le contenu, et on n'a pas détaillé dans le programme, sachant que le programme est obligatoire, alors que les fiches du SCOL sont un document d'appui et non pas de caractère obligatoire. Donc on a laissé une grande marge de manœuvre aux professeurs en fonction de leur sensibilité et du profil de leurs élèves. Donc la mère figure de manière explicite, donc ce qui veut dire qu'on peut la faire apparaître dans d'autres points, à 2 reprises dans les programmes d'AGGSP. En première, le thème consacré à l'étude des divisions politiques du monde, les frontières, comporte un axe intitulé « Les frontières en débat », dont un des 2 jalons est « Dépasser les frontières, le droit de la mer ». Cependant, c'est à nouveau en terminale, et vous comprenez, tout à l'heure je vous ai dit, on essaie d'articuler les savoirs et dans la progressivité, donc là il était important que ça soit articulé au moment où les élèves ont étudié aussi dans le tronc commun les mers et les océans, que donc en terminale, que l'entrée consacrée à la mer est la plus importante, puisque le thème 1 de l'année de terminale s'intitule « De nouveaux espaces de conquête » et qu'il est partagé donc entre l'océan et l'espace exo-atmosphérique. Donc l'introduction invite à identifier les spécificités de ces objets. Et pour étudier l'axe 1 qui s'intitule « Conquête, affirmation de puissance et rivalité », les professeurs doivent aborder « Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans, la dissuasion nucléaire et les forces de projection maritime ». Et là, on a découvert un véritable engouement des professeurs et des élèves pour les différents types de sous-marins notamment. Et on a maintenant de mini-experts. C'est assez intéressant et instructif de voir en classe l'attrait pour ces points, alors même que il ne faut pas justement être forcément prisonnier de la technique, mais ça fait partie du jeu, entre guillemets, et le temps disponible pour ce thème permet justement d'aller explorer différentes dimensions. L'étude de l'axe 2, enjeux diplomatiques et coopération, suppose d'étudier, je cite, « rivalité et coopération dans le partage, l'exploitation et la préservation des ressources des mers et des océans, de la création des zones économiques exclusives à la gestion commune de la biodiversité », avec une référence bien sûr à BBNJ.
Enfin, dans l'objet de travail conclusif, la Chine à la conquête de l'espace, des mers et des océans, on aborde la volonté politique d'affirmation, ce qui passe notamment par les appropriations en mer de Chine méridionale, et les enjeux économiques et géopolitiques considérables pour la Chine et le reste du monde. Alors cette fois-ci, il n'y a pas eu de 3e édition d'Enseigner la mer, parce que les fiches ressources publiées sur le site EduScol sont devenues beaucoup plus détaillées. À titre d'exemple, la fiche EduScol pour le thème 1 de la spécialité de terminale, donc consacrée aux espaces de conquête, fait quand même 36 pages. Et les conférences ont continué avec notamment le grand soutien de Jean-Louis Fillon de l'Institut français de la mer, que je remercie parce qu'il a accepté de faire de très nombreuses conférences sur le droit de la mer pour former professeurs et inspecteurs pour les classes de première. Alors, le temps me manque pour aborder la présence de la mer dans les classes préparatoires aux grandes écoles, mais il y a une mention assez explicite du rôle de la mer et des océans dans les classes préparatoires économiques et commerciales, ou encore la manière dont on peut introduire justement l'étude de la mer au primaire, notamment dans le cycle 2, lorsqu'il y a l'acquisition des repères dans le temps et dans l'espace, il y est fait mention explicitement des océans, et donc ça doit être en quelque sorte, ça doit aller au-delà de la seule mention de ce qu'est le nom de l'océan à tel endroit. Même si c'est indispensable d'avoir une mémorisation de ces repères, il faut aussi comprendre ce que cela signifie, avoir conscience que beaucoup d'élèves, surtout au primaire, n'ont jamais vu la mer, et que la géographie, et notamment la mer, peut être une occasion de voyage, et que quand on parle de la mer, à un moment, il faut que les élèves entendent le bruit de la mer, sentent le sel, et éventuellement l'odeur du poisson ou des algues, même si ce n'est pas forcément très agréable, mais c'est aussi une incarnation du savoir. Mais si je ne m'attarde pas là-dessus, c'est que je voudrais insister ou souligner sur le fait que à partir du moment où la mer a été présente dans les programmes, alors je n'ai pas rendu totalement justice, mais je maîtrise quand même moins bien le sujet, on a aussi une présence de la mer, notamment dans les cours de SVT, donc de biologie, hein, où on s'intéresse là plutôt à la tectonique des plaques, à la composition de l'eau, etc. Mais à partir du moment où la mer est présente dans les programmes, on peut aussi mener dans les classes de très nombreux projets. Et les professeurs ont su faire preuve d'une très grande inventivité et d'un très grand engagement qui montre que c'est un thème qui plaît. Parce que, alors, ils peuvent déjà l'articuler donc avec ce qu'ils ont de manière explicite en histoire-géographie, en SVT, de manière implicite, vous citiez tout à l'heure le français. On a, par exemple, comme entrée dans le programme de français en 5e, le voyage. Donc tous les récits de voyage, notamment de découverte, peuvent en faire partie. Et les professeurs peuvent mener donc des projets labellisés classe à enjeux maritimes, où donc il y a une fédération et une concertation entre les professeurs pour mettre en commun et souligner et mettre en avant donc tous les aspects maritimes qu'ils sont susceptibles d'aborder en invitant des conférenciers. Par ailleurs, la Fondation Montfontenoy a lancé les classes de mer, puisque vous en parliez là aussi tout à l'heure, avec des kits pédagogiques, et pour que ça soit préparé par rapport à ce que, en tout cas moi j'ai pu connaître, en classe de mer, finalement on partait, puis on étudiait la mer sur place, éventuellement on allait se baigner si la météo s'y prêtait, mais maintenant il y a une véritable préparation justement pédagogique, didactique et en termes de connaissances sur qu'est-ce qu'on va voir, comment on va pouvoir le restituer et rendre concret le savoir. Mais là, je vous en cite deux. Je pourrais évidemment prolonger la liste avec aussi les classes défense, alors qui ne sont pas spécialisées à la mer, mais là, c'est l'association entre une unité militaire et une classe avec un projet pédagogique et notamment le travail de mémoire, la connaissance des engagements, c'est aussi les différentes missions faites par la marine, les différents métiers. Donc on a des classes de défense qui sont associées à des unités de la marine, qu'elles soient navigantes, mais aussi avec par exemple les sémaphores. Et il y a aussi, alors là
je m'éloigne de l'histoire-géographie. Depuis 2020, le BIMER, donc, qui s'est fait sur l'image ou en s'inspirant du BIA, donc le BIMER, qui est le brevet d'éducation à la mer, qui est un diplôme de l'éducation nationale, porté là par mes collègues du groupe Sciences et Techniques Industrielles. Donc, ce BIMER est ouvert aux élèves de 3e, depuis la 3e jusqu'aux classes préparatoires aux grandes écoles, et il vise à leur donner une culture maritime et ainsi promouvoir les métiers civils et militaires liés à la mer. Il s'agit d'une formation d'au moins 40 heures qui comprend 6 thèmes: description et construction des navires, flottabilité, stabilité, sécurité, mer et météo, navigation, réglementation, sécurité, espace maritime, milieu marin et enjeux, et anglais maritime. Alors, selon la note obtenue, le diplôme est délivré avec un niveau débutant, un niveau maîtrise, un niveau avancé ou un niveau expert. Et pour ce diplôme, donc, l'éducation nationale est associée notamment à la Marine nationale, au ministère de la Transition écologique ou encore au campus des métiers des qualifications industrie de la mer en Bretagne. Je vous ai bien dit notamment parce que j'ai bien conscience, avec cette liste très restrictive, d'oublier des partenaires importants. La mer est également présente dans la voie professionnelle, au-delà de l'aspect histoire-géographie dans la voie professionnelle, par le biais des diplômes professionnels tels que le Bac Pro maintenance nautique ou le BTS conception et industrialisation en construction navale. Donc, en résumé et en conclusion, les élèves en France ont désormais l'occasion de découvrir et de connaître les richesses, les enjeux et les défis associés à l'océan. En une dizaine d'années, la mer a monté dans les programmes ou, comme le dirait Tristan Lecoq, on a mis du sel dans les programmes. Il reste maintenant à ne pas relâcher les efforts pour s'assurer que ces connaissances sont bien comprises et assimilées pour que désormais tous les Français regardent la mer lorsqu'ils sont sur une plage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'inspectrice générale, chère Florence, pour cette synthèse complète et qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Ça, je peux vous assurer qu'on part de loin. Je vous raconterai une anecdote, parce que ce n'est pas un hasard si c'est en 2012 que la mer et océan apparaissent vraiment dans les programmes. Quand j'avais le privilège de piloter le Grenelle de la mer sous l'autorité de Jean-Louis Borloo, qui était ministre d'État, on avait demandé à ce que le ministre d'État écrive au ministre de l'Éducation nationale, qui était Luc Châtel en l'occurrence, pour lui dire « Écoute, il n'y a pas beaucoup de mer dans les programmes ». Il dit « C'est une excellente idée ». On reçoit 15 jours après un courrier d'Éducation nationale en disant « Écoute, Jean-Louis, on est surpris parce que la mer est déjà dans les programmes ». Donc on a fait une conférence entre les deux ministères. Et les programmes, il y avait tout, mais il y avait une confusion, c'est ce que vous avez dit, entre mer et littoral. À l'époque, il y avait un CNL, un Conseil national du littoral, qu'on a pu transformer en Conseil national de la mer et des littoraux, mais même s'il ne correspond pas à ce qu'on souhaitait véritablement, mais c'est dire qu'on part véritablement de loin. Donc la notion d'espace maritime, que vous avez tellement contribué à faire percer, c'est quand même très récent. Et il y a eu, je crois, 2 sujets à l'agrégation d'histoire, sur l'espace et notion d'espace maritime, et c'était formidable parce que les chers collègues de l'université, ça a été panique à bord. Pour rester dans le vocabulaire maritime, on était un certain nombre à se transformer en VRP de l'histoire maritime. Personnellement, j'aurais un désir. Je crois qu'on a fait, vous avez fait avec Tristan Lecoq un travail formidable au niveau de l'histoire, de la géographie, mais je suis encore un peu sur ma faim par rapport aux autres disciplines. Parce que quand on pense que le martien, je caricature pour être très pédagogique pour les petites classes, que le martien qu'on allait chercher au fin fond de la galaxie depuis des décades, on l'a découvert dans les sources hydrothermales, c'est-à-dire une forme de vie, non pas comme nous humains, plantes ou animaux, par photosynthèse, mais par chimiosynthèse, il y a de quoi emballer les gamins en SVT. On peut aller beaucoup plus loin. En littérature, il y a des choses. Mais je vous dis ça parce que j'ai une crainte à partager avec vous. Les étudiants ici aiment la mer. Bon, ils aiment l'histoire maritime, mais on fait de la géographie en même temps, hein, c'est un sous-marin, hein, c'est le cas de le dire. Mais il y a un problème avec la mondialisation. Et je vous le signale parce qu'on faisait beaucoup évoquer la mondialisation, la mer moteur de la mondialisation, mais beaucoup de mes étudiants, à tort ou à raison, le débat n'est pas là, n'aiment pas la mondialisation, certains me formulant, on aime bien l'histoire maritime, mais on n'aime pas vos navires. Parce qu'ils volent dans une optique tout produire, etc. Donc il faut faire attention parce que si on met cette étiquette de mondialisation sur la mer, j'ai peur que ça ne fasse pas trop de recrues, d'où la nécessité d'autres disciplines, je pense en littérature, etc., la mer comme source,
je dirais, d'inspiration, la mer comme source d'opportunité, je pense encore au SVT, quand on voit tout le potentiel au niveau de toutes les molécules marines, etc., et présenter peut-être la mer sous cette forme aussi, seul espace à 4 dimensions. Parce que finalement, on parle beaucoup de la surface de la mer à travers la mondialisation, mais très peu de la tranche d'eau, très peu de 72% des terres de la planète Terre qui sont des terres émergées, et pourquoi pas de la biodiversité du sous-sol terrestre marin, différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. C'est-à-dire que je crois que globalement, la mer a tout pour faire mentir cette phrase de Paul Valéry qui disait que nous sommes dans un monde fini, on est dans un monde où l'aventure continue. Donc je crois que vous avez fait un travail formidable. Mais alors comment inspirer les inspecteurs généraux d'autres disciplines pour qu'ils se jettent vraiment à l'eau, quoi. Pas un petit doigt de pied dans la mer, quoi. Je ne sais pas si je peux vraiment commenter ça, mais donc, les SVT quand même ont déjà des entrées maritimes assez intéressantes quand on les regarde. Et aussi, sciences et techniques industrielles ont, avec le BIMER, avec tous les diplômes professionnels et notamment aussi les déclinaisons marines de certains diplômes, comme électronicien, etc., ont joué aussi pour la promotion là, des métiers de la mer, beaucoup plus. Mais après, c'est vrai qu'il y a peut-être des ressources à produire communes, notamment en français, pour montrer ce qu'on peut faire. Ce qu'on avait pu faire dans la 2e édition d'Enseigner la mer, parce que dans la réforme du collège, il y avait, alors ça a été supprimé après en 2020, je crois de mémoire, mais dans la réforme du collège, il y avait les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI, qui étaient des projets à mener justement entre plusieurs disciplines. Et donc on avait mis en évidence, parce que Enseigner la mer, c'était un ouvrage en 2 temps. Il y avait une partie papier qui donnait des connaissances, ou qui donne d'ailleurs, des connaissances, je dirais, académiques et scientifiques, et une deuxième partie pour la première édition sur un DVD, pour la 2e édition, ce sont des séquences en ligne que vous pouvez trouver sur le site de l'éditeur de l'éducation nationale, à savoir Canopé. Et là, on a mis en œuvre justement des projets qui permettent d'associer les différents, mais ça serait en fait peut-être dans les formations, parce qu'on hésite quand même à réécrire les programmes, mais faire plutôt dans les formations et faire connaître. Mais je retiens la suggestion. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions, entre tous ceux qui ont des souvenirs un peu plus lointains d'éducation nationale, ceux qui ont des souvenirs récents, leurs 12 années, ou des souhaits, des désirs. C'est l'occasion d'exprimer tout ça. Qui souhaiterait intervenir tant au niveau du distanciel que du présentiel? Alors, dans les questions de distance, chère Florence, il y en a sur mer et environnement. Est-ce que océan et climat est bien évoqué? Est-ce que les aires marines protégées sont évoquées? Et puis un autre thème, c'est comment sont évoqués les métiers de la mer? Alors, justement, on a la division en quelque sorte entre SVT et géographie. Donc, il est clair que les aspects physiques des océans sont plus évoqués en SVT qu'en géographie. Même si, notamment en seconde, on étudie les milieux naturels pour leur potentiel, pour leur fragilité, pour les risques, et que dans ces milieux figurent explicitement dans le programme les milieux océaniques. Donc on a clairement quand même cet aspect. Et au collège, avec le développement durable, on aborde effectivement tous ces aspects. En ce qui concerne les métiers de la mer, clairement, ce n'est pas dans les programmes d'histoire-géographie. C'est un aspect qu'on peut travailler, ou que les professeurs principaux peuvent travailler, notamment en 3e, pour l'accompagnement à l'orientation. Mais en histoire-géographie, non, là aussi, c'est une marge de progression. Mais à un moment, il faut le volume horaire pour pouvoir tout faire. Donc, ça fait partie des choix qu'on a faits. Et puis, il y a l'excellent site de l'Institut français de la mer qui les documente. Donc, on peut s'y référer. Merci. Il y a des questions. Merci de bien vouloir vous présenter. Oui, bonsoir. Marc Sebag, je suis moniteur de plongée professionnel et plongeur professionnel, entre autres choses. Dans votre exposé, on ne ressent pas deux choses importantes, et comme monsieur l'a indiqué, tout ce qui se passe sous la mer. Alors, vous avez un peu parlé du SVT, mais on sent que tout ce qu'il y a comme ressources sous la mer n'est pas évoqué. C'est bien dommage. Et
on ne voit pas non plus dans les programmes que vous nous avez décrits la place de la France avec la mer. Deuxième espace maritime mondial, premier espace avec l'Europe, et l'importance pour nous, Français, de la mer dans notre histoire. Et vous avez parlé de Jacques Cartier, mais bon, c'est tout petit dans l'histoire du monde. Et puis donc de l'avenir surtout. On voit, il n'y a pas de perspective dans ce que vous avez évoqué, et on ne sent pas la volonté de développer l'espace maritime français dans tout ça. Voilà, merci. Alors, je ne l'ai peut-être pas assez mentionné de façon explicite, mais si on aborde bien les aspects, je dirais, sous la tranche d'eau, ou la tranche d'eau, justement, et notamment les fonds marins, par le biais des ressources, par le biais aussi des câbles sous-marins, qui sont traités dans tout élève les verra au moins 2 fois, une fois au collège, et quelle que soit la filière qu'il suivra au lycée. Et une des 3 entrées du programme de tronc commun d'histoire-géographie en terminale est la France puissance maritime. Donc c'est le tiers du thème 1 de terminale qui est consacré justement à la France et la mer. Et c'est par contre au collège une entrée implicite, puisque c'est à voir quand on regarde la place de la France et de l'Europe dans le monde, où là aussi on a l'entrée maritime. Alors après, c'est vrai que là encore, le temps imparti fait qu'on a choisi, un peu moins au collège, mais plus au lycée, de se concentrer sur ce qui existe déjà, en ce sens que lorsqu'on part sur de la prospective, si on veut être scientifiquement rigoureux, il faut à ce moment-là qu'on ait des scénarios en disant si on a tel paramètre, on risque d'aller vers telle chose ou vers telle autre. Et là, on voit déjà aussi les bouleversements géopolitiques. Je quitte un tout petit peu la mer, mais je me suis quand même replongée dans les programmes, ne serait-ce que pour être sûre de prendre les bonnes formulations, parce qu'avec l'usage, on a l'habitude de dire le thème d'AGGSP, c'est les frontières, alors qu'en fait, c'est les divisions du monde, les frontières. Donc, et je me suis rendu compte que ces programmes de 2020, ils sont déjà un peu, pour certains, remis en question par les bouleversements géopolitiques actuels. Donc, déjà, si les élèves ont les clés de lecture, ont les connaissances et les clés d'analyse et de lecture du monde contemporain, ils peuvent ensuite s'adapter à un monde qui évolue, plutôt que de se projeter. Il est déjà important qu'ils maîtrisent ce qui existe avant d'aller envisager ce qu'on fera après, Mais nous a-t-il semblé. Donc, mais au collège, ils font de la prospective, moins au lycée. Donc, et par contre, je vous dis, là, je ne l'ai peut-être pas rendu de façon assez explicite, mais les 2 autres points que vous avez soulignés, à savoir ce qui se passe dans la colonne d'eau et au fond, d'une part, ne serait-ce que quand on étudie aussi BBNJ. BBNJ, ce n'est pas la surface. Et d'autre part, la France et la mer sont étudiées de façon explicite. Et justement, l'objectif, c'est que les élèves, pour faire simple, qu'au collège, ils sachent que la France a la 2e zone économique exclusive, et qu'au lycée, qu'ils comprennent ce que cela signifie concrètement. Donc, quand je vous disais la complexité. Alors moi, je me permets, j'ai une question du coup. Moi, voilà, je m'appelle, je suis Marie Astrid, je suis en L3 d'histoire sciences politiques, ancienne du coup étudiante, élève en collège, en terminale, notamment en AGGSP, et professeur particulier à côté en histoire-géographie. J'ai une question notamment par rapport au programme scolaire. J'ai notamment pu remarquer qu'on a quand même une certaine uniformisation de certains programmes. Et ne pensez-vous pas que justement avec cette uniformisation des programmes qui visent un peu à retirer l'importance des régions maritimes françaises, ne pensez-vous pas que justement ça pousse également les élèves à avoir des fois un certain manque d'intérêt vers la mer? Je vous remercie. J'avoue que je ne suis pas tout à fait certaine de comprendre votre question par l'uniformisation des programmes. Est-ce que, quand je parle d'uniformisation, c'est-à-dire que les programmes sont devenus les mêmes pour toutes les régions françaises, que justement ça a poussé notamment les collégiens et les lycéens, je le vois un petit peu dans les élèves que je suis moi-même, que la mer justement est pour beaucoup quand même mise de côté dans l'ensemble des programmes. Alors, j'avoue que l'uniformité des programmes
moi, je l'ai toujours connu. Hein. Ça fait quelques décennies que j'ai été enseignante. Le programme a toujours été national. Donc après, est-ce que vous faites référence au fait qu'on enseignait telle région, telle autre, et qu'on pouvait prendre la région du lycée? D'accord. Mais c'est aussi, alors là, c'est la discussion qu'on peut avoir entre est-ce qu'il faut que chacun ait une connaissance commune et une culture commune, d'où un programme qui est totalement national. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on ne fait plus l'étude des régions en tant que telles, alors il y a deux choses. On ne fait plus l'étude des régions en tant que telles parce que finalement, la géographie universitaire est de moins en moins une géographie territorialisée. Avant, on avait la géographie tropicale avec des spécialistes de l'Afrique, de l'Asie ou de tel pays, etc. À un moment où on avait encore les thèses de doctorat d'État. Le changement de thèse en 358, donc 3 ans pour la licence, 5 ans pour le master et 8 ans pour le doctorat, a fait qu'on a moins cette spécialisation régionale et plus une étude thématique. Or, on a aussi besoin du savoir universitaire pour pouvoir appuyer l'enseignement. Donc, la déterritorialisation du supérieur, en quelque sorte, s'est traduite par une sorte de déterritorialisation des entrées dans le secondaire. Je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est un état de fait pour l'instant. Ça peut changer tout ça. Mais dans le même temps, il est clair qu'on n'étudie jamais une notion ou un espace sans faire référence à un lieu précis. Et donc, normalement, la plupart des professeurs font référence justement à l'inscription locale et à un moment aussi à l'élargissement. Donc, c'est justement la liberté pédagogique du professeur. Et donc, ça dépend si le professeur dit il faut que j'ouvre et que j'élargisse les horizons ou je reste plutôt sur le local. Bonsoir madame, tout d'abord merci. Donc je me présente, je m'appelle du coup Gauthier Delavenne, je suis en L1 HSP, du coup Histoire Sciences Politiques à la Cato. Et ma question est en fait, c'est que je me suis rendu compte que durant tout mon cursus au collège et au lycée, on parle assez peu finalement en fait des Outre-mer, parce qu'on parle souvent de la France, la mer, les côtes françaises, mais la question des Outre-mer qui créent la majorité des richesses françaises, en général, sont assez peu abordées. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on justement on n'accentue pas assez là-dessus. Je vous remercie. La question des Outre-mer. Alors, il y a deux éléments. Un, c'est pas parce qu'il y a le mot mer dans Outre-mer qu'on va étudier la mer pour autant. Et alors la question des Outre-mer, donc c'est pour ça que je ne les ai pas moi mentionnés, parce que la question des Outre-mer est traitée de manière explicite dans les programmes de 3e notamment. Alors après, je vous ai dit que 90% des professeurs d'histoire-géographie étaient historiens et que dans les faits, quand même, il faut être réaliste, quand un programme n'est pas fini, c'est souvent le programme de géographie qui n'est pas fini. Et c'est le 3e thème du programme de 3e, donc ce n'est pas forcément celui qui est le plus présent. Mais non, les Outre-mer sont systématiquement étudiés. Et notamment dans la France puissance maritime, là pour le coup, l'étude de la zone économique exclusive entre dedans et 97% de cette zone économique exclusive est dans le domaine ultramarin. Donc là, on a bien l'aspect maritime des Outre-mer qui est étudié. Et dans les autres entrées thématiques, parce que alors j'aurais dû le dire pour ceux qui n'ont pas suivi, et c'est tout à fait compréhensible, l'écriture des programmes du lycée en géographie, on a 3 thèmes par année, plus un objet de travail conclusif, c'est-à-dire que l'objet de travail conclusif reprend un thème conclusif qui reprend en fait toutes les entrées de l'année pour s'assurer que les élèves ont compris les notions. Donc on a l'Afrique australe en seconde, on a la Chine en première et en terminale on a la France, justement pour avoir une synthèse de la France, parce que les 3 premiers thèmes de chaque année sont des entrées thématiques qui se décomposent en 2 questions générales et une question spécifique sur la France. D'où la France puissance maritime lorsqu'on étudie mer et océan, par exemple. Et donc, dans cette question spécifique sur la France, il est systématiquement fait mention dans les programmes, donc à caractère obligatoire, et dans les fiches ressources des Outre-mer. C'est même d'ailleurs les seuls
départements-régions qui sont mentionnés de manière explicite dans les programmes, alors qu'on ne va jamais dire il faut traiter Auvergne-Rhône-Alpes ou Aquitaine ou autre. Merci beaucoup. Bonjour madame, je m'appelle Guillaume Muret, je suis aussi élève en première année et en licence AGSP. Ma question porte sur le fait que vous avez évoqué plusieurs fois la brièveté des programmes pour aborder des sujets passionnants. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il serait envisagé qu'en plus des ressources canopées, l'éducation nationale propose à titre facultatif une série un corpus de revues ou de livres en plus pour, par exemple, dans le cadre de la mer, on peut penser au magazine LOS qui s'intéresse principalement à l'histoire militaire de la mer, mais aussi à d'autres magazines comme Guerre et Histoire et Sciences et Vie qui pourraient être abordés en plus pour ceux qui le veulent. Alors, dans les ressources EduScol, il y a toujours la bibliographie complémentaire. Alors, la difficulté après, c'est que quand la ressource est publiée, on n'a pas toujours accès à une actualisation rapide et facile. C'est sous cet angle-là qu'on peut le faire. Après, une banque de données en tant que telle, c'est une idée que je peux soumettre à la DGESCO et voir si celle-ci prospère. Personnellement, je recommanderais de mettre dans cette banque de données l'historique des Mardis de la mer qui sont maintenant en ligne depuis plus de 2 ans. Donc là, on a une ressource absolument exceptionnelle. Je compléterai même par la revue maritime, donc on y est. Et on a les excellents articles de la revue maritime qui sont également en ligne 6 mois ou 9 mois après la publication de la revue pour qu'on ait quand même quelques abonnés qui continuent à payer la revue. Une remarque de nos auditeurs distants, Michel Pelletier rappelle le dispositif des aires marines éducatives qui permet à une classe de gérer un espace marin. Ce n'est pas tout à fait dans les programmes, mais c'est un dispositif accompagné par l'Éducation nationale qui est extrêmement formateur. Oui, tout à fait. Je vous disais, à partir du moment où c'est dans les programmes, on peut avoir énormément de projets et ces aires marines éducatives ont été lancées, sauf erreur de ma part, en Polynésie française et ont connu un grand succès. Et la Nouvelle-Calédonie aussi maintenant lance un parcours maritime avec un cycle, en quelque sorte, de conférences, et là avec justement la présentation des milieux marins, et là on est justement dans l'apport des Outre-mer. Et c'est vrai qu'elles ont un grand succès, ces aires marines éducatives. Donc, mais dans les projets aussi, l'Académie de Nice réfléchit à faire un mini sommet de l'océan avec ses classes AGGSP en amont du sommet de l'océan en 2025. Quoi. On a aussi des greffes qui prennent, je vous ai dit, là je n'ai pas fait toute la liste des projets, j'en ai pris que 2 en vous disant, il y en a d'autres comme ça aussi. Je limite le nombre d'ennemis potentiels que j'aurais oubliés. Si j'en avais cité beaucoup plus, là je peux dire j'en ai pris que 2 parce que effectivement le temps était limité, là aussi. Souhaite encore intervenir. Autre question. Peut-être une dernière question après, et puis on va clôturer ce mardi. Voilà, si j'ai bien compris, vous êtes en charge également du sport. Comme l'inspection générale, oui. Voilà, moi non. Le ministère, oui, le ministère a été regroupé aussi avec Jeunesse et Sport, et aucune allusion aux activités nautiques et au développement qui permettent le développement des connaissances sur la mer. Je pense particulièrement justement au jeune public, parce que j'ai la chance moi d'enseigner à des jeunes plongeurs, enfin des plongeurs de tout âge, et on voit moi je vois leur méconnaissance du milieu marin et les activités physiques et sportives qui sont liées à la mer sont aussi un moyen de les intéresser au sujet, et j'en vois pas trace dans ce que vous nous avez présenté. Merci. Là, je ne peux que dire mea culpa. Oui, l'inspection générale est l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Mais après, je vous ai dit, je me suis concentrée sur la géographie, qui est quand même la discipline que je connais
je vais dire le mieux, je vais être prétentieuse. Le réalisme me conduirait à dire le moins mal. Mais après, oui, il y a effectivement des pratiques sportives. Je ne sais pas du tout dans les programmes, notamment si on fait référence à la mer ou pas. Et là, j'avoue mon ignorance. Voilà. Mais il y a une diversité des pratiques sportives dans les classes qui font qu'effectivement, on peut aller vers des sports de plus en plus larges. Alors si on veut, à l'inverse, la marine se plaint du coup aussi du fait qu'on fait de moins en moins de sports d'endurance au profit de l'escalade, du volleyball, etc., qui sont des pratiques sportives intéressantes, collectives, etc. Mais par contre, pour avoir de futurs commandos, ils ont perdu l'habitude de courir parce qu'il y a une plus grande diversité sportive. Donc c'est aussi des points plus larges. Mais voilà, non mais en tout cas, tout ça pour vous dire, oui, je n'ai pas abordé le sujet faute de connaissances. Et elles sont limitées, effectivement. Il y avait à Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois que c'est toujours le cas, dans le cadre du programme négocié localement, des cours une pratique de la voile à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourtant, ce n'est pas forcément les mers les plus chaudes. Hein, donc, effectivement, ça serait formidable si ça pouvait s'étendre. Mais ce n'est pas si c'est toujours le cas. Il y a une classe aussi au lycée Chateaubriand à Rennes qui a fait un partenariat avec la SNSM pour entraîner les élèves aussi au sauvetage en mer et leur fait passer les premiers degrés de secours en mer, notamment. Mais encore une fois, c'est l'absence de méconnaissance. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, soit des internautes, soit de ceux qui nous font l'amitié d'être en présentiel? Ou une réaction, hein, comme vous voulez. Alors, nous allons conclure juste avant de passer la parole à Audrey Blier, qui va remercier en notre nom à tous Florence Smith. Je voudrais vous rappeler les dates de nos 2 prochains mardis de la mer qui vont terminer l'année 2023. Ce sera dans 15 jours, bien sûr, le 21 novembre, donc la mer, l'écriture et la peinture, par Emelaine Landon, qui est peintre, réalisatrice, photographe et écrivain de marine. Donc c'est intéressant aussi qu'un de nos mardis, comme chaque année, je dirais, transperce à travers les arts. Hein. Je parle devant Raymond l'Italien qui est ici. Et puis nous aurons un agrégé d'histoire qui interviendra le mercredi 5 décembre. Il est connu non pas forcément en tant qu'agrégé d'histoire, mais en tant que ministre, un grand ministre, la mer et les océans dans la nouvelle donne géopolitique, par Jean-Yves Le Drian. Voilà, les 2 programmes. Florence, un grand merci pour cette soirée. Je rappellerai juste parmi les choses qui m'ont frappé, vous nous dites qu'en 2012, c'est la première mention explicite de la mer dans les programmes et qu'il a fallu attendre ensuite 5 ans pour que la stratégie nationale pour la mer et le littoral sorte. Donc regardons bien les programmes de l'éducation nationale. 5 ans après, il y aura des révolutions dans l'organisation de l'État. Et puis, je voudrais vous dire un grand merci pour les efforts si méritoires que vous avez prodigués pour que l'océan devienne un méritoire, c'est-à-dire un espace d'appropriation qui doit se mériter. Merci Florence.